merci beaucoup pour cette présentation, pour cette invitation. Et puis merci à toutes et à tous pour votre présence. Donc, oui, comme il vous a été dit, moi je suis Lorenzo Soccavo, je suis chercheur en prospective du livre et de la lecture à Paris. Et je mène donc une veille stratégique et technologique sur les évolutions des lecture et des pratiques de lecture. Et je suis amené à ce titre assez régulièrement à intervenir auprès justement de publics, soit de bibliothécaires, soit d'usagers des bibliothèques, et également aussi assez régulièrement auprès de professeurs documentalistes. Donc je vais intervenir aujourd'hui sur ce thème de l'imprimé au numérique, enjeux et perspectives pour les bibliothèques et puis bien entendu pour les bibliothécaires. Alors c'est un programme de 2h30. La première partie, on va essayer de rattraper les 10 petites minutes de retard. La première partie, on pourrait la titrer « L'avenir du livre ne peut pas être son passé ». Ça nous conduira sur une petite heure qui nous permettra ensuite, en deuxième partie, de faire un état des lieux assez sommairement et puis surtout de voir quelles peuvent être les perspectives pour les bibliothèques et les bibliothécaires. Et puis j'espère qu'ensuite nous pourrons avoir de 16h à 16h30 une plage de discussion, de débat, d'échange d'idées. Alors la prospective du livre, justement mon activité, pour vous la définir de manière assez succincte mais assez complète malgré tout, c'est une définition que je travaille depuis plusieurs années, une définition que donc je n'impose pas mais qui est perpétuellement remise en cause, qui est perpétuellement en chantier. La première définition de la prospective du livre, je l'ai proposée il y a 3-4 ans de mémoire dans un livre blanc qui s'appelle Livre blanc sur la prospective du livre et de l'édition, qui est en version numérique et qui est accessible gratuitement sur la bibliothèque numérique de l'ENSIB. Et si vous allez y voir, vous verrez que la définition depuis a pas mal évolué. La prospective du livre est donc l'étude des mutations des supports et des surfaces perçues en tant que dispositif de lecture. C'est-à-dire, vous allez le voir tout au long de ma présentation, il faut considérer, par exemple, le livre, ce qu'on appelle le codex, comme un dispositif de lecture, comme une interface de lecture, et puis envisager donc tant les dispositifs et les supports qu'il y a eu auparavant que ceux qui pourraient arriver dans les décennies à venir. Donc perçus en tant que dispositif de lecture, c'est-à-dire les considérant comme des interfaces lecteur-lu et compte tenu des codes qui véhiculent, parce qu'il s'agit toujours bien sûr de codes, justement par exemple, il s'agit tout simplement d'écriture, et en étudiant bien sûr leurs effets sur le vécu et les impacts de la lecture. Donc c'est à fin de compte un petit peu cette définition, si vous voulez, que nous allons suivre en détaillé au fur et à mesure au moins de cette première heure. Ce qui est important de savoir, c'est que nous nous inscrivons, je me permets de dire nous, même si je ne suis pas bibliothécaire, nous nous inscrivons dans une histoire et que cette histoire continue. Et il ne faut pas voir ce que nous vivons actuellement, qui sera un hypothétique passage de l'édition imprimée à l'édition numérique. Nous verrons donc en fin de compte la révolution est bien plus importante que cela sans doute, mais il ne faut pas voir ce passage, si vous voulez, comme une rupture ou comme quelque chose de tout à fait extérieur. Nous pouvons au moins distinguer cette révolution jusqu'à maintenant par rapport, donc je pense bien par rapport toujours à la lecture, je parle toujours par rapport à la lecture, l'acquisition de la bipédie, vous vous doutez bien qu'au départ sans bipédie, déjà il n'y avait pas l'émergence possible du langage articulé, acquisition de l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a eu des grandes civilisations pendant plusieurs milliers de siècles qui étaient purement orales. Vous savez, dans le Phédon, par exemple le dialogue Phédon de Platon, on voit comment Socrate avait, si je puis dire, mal réagi et puis se méfiait de l'écriture et les problèmes qu'il avait soulevés sur ce que l'écriture pourrait susciter comme perte, si vous voulez, par rapport à l'oral, notamment pour tout ce qui était mémoire et puis argumentation sur les textes, l'invention des alphabets, le passage au support souple. Vous doutez bien aussi que ça a été une révolution. Imaginez le saut technologique déjà pour nos ancêtres qui sont passés des tablettes d'argile au rouleau de papyrus. C'est un saut technologique à l'époque au moins aussi conséquent, voire plus conséquent, plus impactant que ce que nous connaissons aujourd'hui, en passant des livres imprimés à ce que nous appelons des liseuses. Passage édition manuscrite à l'imprimerie typographique, ça c'est plus connu, c'est notre ami Gutenberg, 1450-1501, on reviendra sur ces dates tout à l'heure. Industrialisation de l'impression, informatisation. Donc vous voyez, et c'est dans ce fil-là, si vous voulez,
dans ce vecteur-là qu'il faut s'inscrire, qu'il faut inscrire, je pense, sa réflexion sur ce que nous vivons aujourd'hui. En fin de compte, un petit peu sur cette flèche en bas, que j'ai appelée la flèche du temps qui file, et qui vous présente ce petit schéma, ma méthode de travail, qui est ce que j'appelle une vision transhistorique, ou historisation en prospective du livre. C'est-à-dire, je pars du présent, je vois ce qui se passe au présent au niveau pratique de lecture, nouveaux dispositifs de lecture, bibliothèque, soucis aussi, par exemple, de nos amis libraires, etc., etc. Je vois ce qui se passe dans le présent. Je vois à différents niveaux dans le passé les mutations qu'il y a eu, puis éventuellement là où on peut faire des points de rapprochement, comment nos ancêtres ont négocié ces mutations. Et puis, en passant bien sûr par le présent ou par la force des choses, comme vous, je suis, eh bien, je me projette plus ou moins loin dans l'avenir. C'est la deuxième méthode, si vous voulez, de la prospective. Traditionnellement, il y a deux grandes méthodes de travail en prospective. Il y a la veille stratégique, la veille technologique par exemple, et puis ce qu'on appelle les scénarios, c'est-à-dire voir en fonction de différents voir, par exemple, à court terme, moyen terme et plus long terme, comment les choses peuvent évoluer en faisant varier tel ou tel facteur. C'est donc comme ça que je vous invite un petit peu à réfléchir et le passé et l'avenir du livre. Si nous voyons ça de manière un petit peu plus approfondie sur ce deuxième schéma, nous avons toujours l'axe bleu du temps qui file, et puis on voit qu'on peut, alors ce ne sont que des suggestions, mais c'est pour donner juste un petit peu une petite grille de réflexion, si vous voulez, pour voir un petit peu comment je réfléchis, comment je travaille. On peut voir qu'on peut faire entre les différents stades, si vous voulez, qu'on peut observer aujourd'hui, qu'on peut les mettre en parallèle avec plus ou moins des périodes équivalentes dans le passé. Par exemple, si nous disons, nous mettrons en cause tout ça tout à l'heure, mais si nous disons là que nous passons de l'édition imprimée à l'édition numérique, on peut dire, tiens, il y a peut-être un parallèle historique à faire quand nous sommes passés de l'édition manuscrite à l'édition imprimée. Si on dit nous passons du papier au papier électronique, vous savez qu'il y a dans les liseuses avec l'encre électronique, on peut peut-être faire des parallèles à quand nous sommes passés jadis du parchemin au papier. Nous passons du livre au livre électronique, on peut voir quand nous sommes passés en parallèle, quand nous sommes passés du rouleau au codex, etc., etc. Alors, dans mon travail, je fais deux postulats au départ, c'est-à-dire je n'impose absolument rien, moi-même je n'impose rien, parce que ma pensée, si vous lisez mes livres, si vous suivez sur mon blog ou sur différents réseaux sociaux où j'interviens, notamment beaucoup sur Facebook, vous verrez que ma pensée, bien sûr, évolue, et heureusement. Et donc les deux postulats sur lesquels je travaille sont les suivants. Le premier, c'est que nous passerions, ah oui c'est conditionnel, nous passerions de l'édition imprimée à l'édition numérique, mais que alors là je suis plus affirmatif, et je pense que personne ne me contredira, nous vivons une époque de transition. Alors que nous pourrions, on verra tout à l'heure, en effet si on peut ou pas, que nous pourrions qualifier comme étant celle des I incunables, référence bien sûr à la période des incunables. Je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Cela dit, depuis une petite année, je formule deux hypothèses sur l'existence ou la non-existence, c'est-à-dire surtout donc, la non-existence de l'édition numérique. On parle de plus en plus, et on s'est habitué à dire, en fin de compte, on passe à l'édition numérique, et puis ça globalise un petit peu les choses, si vous voulez, et ça nous empêche justement d'avoir un regard critique et de réfléchir les mutations que nous vivons. Je pense qu'il y a deux hypothèses à prendre en considération sur la non-existence de l'édition numérique. D'une part, ce qui pourrait très bien s'agir purement simplement d'un épiphénomène, d'un phénomène beaucoup plus global, qui est la numérisation, le numérique en général. Le numérique a impacté tous les autres secteurs de la société. Ça a commencé par impacter la musique, la vidéo, la photographie, etc., etc. Et en fin de compte, comme le reste de la société, ça impacte aussi la lecture, ça impacte les dispositifs de lecture. Mais ça ne serait pas une spécificité, si vous voulez, de la lecture. Il ne faudrait pas se braquer sur le numérique et la lecture en les liant de manière, si vous voulez, à la fois forcée un petit peu et puis irréfléchie. Donc ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que ce serait peut-être une erreur industrielle. Si on travaille un petit peu l'histoire du livre, on voit que nous pouvons considérer que certains historiens du livre et de la lecture considèrent par exemple le parchemin comme une erreur industrielle. C'est pour des raisons purement géopolitiques.
la production et le prix du papyrus augmentant, à Pergame, ils ont décidé d'accroître la production qu'ils faisaient déjà de peau de bête pour écrire dessus, pour s'en servir comme support d'écriture. Et puis, la production de parchemin, si vous voulez, d'ouvrages sur parchemin a décollé comme cela, et le papyrus a décliné, alors qu'on pouvait très bien, je ne vais pas vous faire un cours sur la fabrication du papyrus et du papier, elles sont différentes, mais enfin elles sont quand même similaires, ce sont des fibres végétales, le papyrus, et le papier était déjà, depuis pas mal de temps, était déjà connu en Chine notamment, et donc on aurait pu passer au papier plus tôt, et éventuellement donc aussi à la typographie à caractère mobile plus tôt. Il y aurait eu l'imprimerie beaucoup plus tôt, et regardez l'impact sur les sociétés qu'a eu l'imprimerie. Si on a découvert, si je dis entre guillemets, l'imprimerie, en tout cas si on l'a mis en pratique industriellement quelques siècles plus tôt, l'histoire de l'Occident aurait été totalement bouleversée. Donc ça peut être aussi une erreur industrielle, où en fin de compte, on verra tout à l'heure, si on attend de parler un petit peu des nouveaux dispositifs qui peuvent arriver à terme, qui n'ont rien à voir avec ni les tablettes multimédia, ni les liseuses. Regardez par exemple les lunettes vidéo qui vont sortir de Google, on va aussi parler de lentilles, lentilles oculaires, etc., etc. Il y a des dispositifs de lecture qui peuvent arriver, si vous voulez, qui seront vraiment en rupture par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, qui nous apparaît comme quelque chose de vraiment innovant. Et le deuxième postulat, c'est que l'innovation a toujours été motrice dans l'humanité pour l'invention des écritures et le perfectionnement des dispositifs de lecture. Un simple petit exemple, par exemple, je vais vous en citer là des dizaines et des dizaines. Vous voyez, là c'est un bréviaire cistercien. La plat de la couverture intérieure était évidée pour ranger une paire de lorgnons. Alors ça a l'air de rien, mais le moine qui avait ça au XVe siècle, c'était un geek, si vous voulez. C'était un moine quand même technophile quelque part par rapport à ses collègues. La roue à livre, en 1588, vous avez un ingénieur militaire italien qui a mis au point ce dispositif, qui était un petit peu, si vous voulez, sans le savoir bien sûr à l'époque, l'ancêtre de l'hypertexte. C'est-à-dire vous aviez sur deux roues une douzaine de lutrins, c'était articulé, et vous pouviez passer, enfin le lecteur pouvait passer d'un livre à l'autre, ça permettait de lire une douzaine de livres, comme ça sans avoir à se lever, aller à la bibliothèque du fond. On peut mettre cette invention du XVIe siècle. Vous en avez une petite, vous avez des petits lutrins comme ça, des petits trous à livres aussi de bureau, et vous en avez une qui est un modèle mixte entre les petits trous à livres de bureau et puis les petits lutrins et puis une grande roue comme celle que vous voyez sur l'illustration. Vous en avez une à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Et il y en a quelques-unes encore dans quelques musées. On peut faire un parallèle par exemple avec la table salsa du designer australien Brambourg en 2012. Qui a fait cette table, vous voyez, avec 4 iPads. Vous avez 4 personnes qui peuvent s'asseoir, comme cette jeune femme, et qui peuvent surfer sur les iPads. Et ici, c'est une de mes collaboratrices sur le web 3D immersif, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure, qui a sur le web 3D modélisé, reproduit la roue à livre d'Agostino Ramelli, et où l'internaute, avec un petit personnage, un petit avatar, qu'on manipule avec les flèches de son clavier, comme dans un jeu vidéo, peut aller et puis faire tourner la roue. Donc vous voyez qu'il y a cette flèche que vous disiez tout à l'heure, cette continuité historique. Là, c'était dans un magazine américain en 1935, vous voyez qu'ils avaient cherché un petit système comme ça pour vidéo, pour agrandir et visionner les pages de livres. Alors je passerai vite là pour essayer de rattraper un peu le temps. Et là, je vais vous montrer qu'on a toujours cherché à innover, et même récemment. C'est une bibliothécaire espagnole qui en 1949 avait créé un prototype d'encyclopédie mécanique, comme ça. Alors là, je regarde à l'intérieur, je n'ai pas compris personnellement comment ça marchait. Elle avait essayé de déposer le brevet, mais personne n'avait été intéressé à l'époque. Il y avait des systèmes d'air compressé, je ne sais plus trop quoi dedans pour faire tourner les différents petits rouleaux. Enfin, bon, ça permettait dans cette petite mallette, si vous voulez, pareil, système de la roue à tout à l'heure, de passer d'un contenu à un autre. Donc, pour essayer de résumer tout cela et puis de nous lancer sur cette flèche du temps pour arriver à la deuxième partie, un peu plus tard, d'état des lieux, en fin de compte, on peut dire que du 1er siècle au 20e siècle, nous avons été sur un dispositif de lecture presque unique, qui est le codex, que nous connaissons tous. Là, il y en avait plein tout autour de nous sur les rayonnages
de cette médiathèque, étant entendu que sur à peu près 5 siècles, les historiens du livre sont d'accord pour dire que les rouleaux et le codex ont coexisté. Alors avec, bien sûr, petit à petit, l'usage du rouleau qui déclinait et puis l'usage du codex qui, lui, augmentait. C'est pour vous dire que même si aujourd'hui, les choses vont certainement plus vite, même si on perçoit, mais c'est aussi peut-être un effet subjectif, parce que c'est notre présent, c'est l'actualité que nous vivons, mais même si nous percevons quand même que les choses, alors progrès ou pas, mais s'accélèrent, ce n'est pas du jour au lendemain qu'un dispositif de lecture en remplace un autre. Hein. Et là, je vous dis, pendant 5 siècles à peu près, il y a eu une coexistence des rouleaux au codex. Alors là, vraiment, dans les précurseurs, les pionniers des nouveaux dispositifs de lecture sur lesquels les bibliothèques notamment s'interrogent, le premier acteur important que nous pouvons citer, c'est Vannevar Bush du MIT en 1945, qui, dans ses bureaux métalliques, je ne sais pas si vous avez connu, c'est des bureaux tout en métal avec deux grands tiroirs en bas en général, il avait construit tout ce dispositif avec des cartes perforées, avec des écrans, des claviers. C'était juste un prototype comme ça n'a pas pu être, c'était un projet, mais ça n'a même pas été mis à ma connaissance, ça n'a pas été au stade de prototype. Mais enfin, c'était un projet un petit peu comme ça, de bibliothèque à partir d'un poste unique, un premier projet de bibliothèque informatisée. 1972, Alan Kay, au parc Xerox, Palo Alto Research Center de Xerox, avait conçu ce dispositif de lecture qu'il appelait le Dynabook, et qui en fin de compte est l'ancêtre des ordinateurs portables, des laptops que j'ai là devant moi. Vous voyez, 1972, ça c'est des projets qui bien sûr n'ont pas abouti. 1996, par contre, là on a déjà un premier pionnier français, Pierre Schweitzer, à l'école d'architecture de Strasbourg, qui avait mis au point, là il a fait un prototype, ce dispositif qui s'appelle l'Adfolio. Alors c'était, déjà ça espérait l'arrivée de techniques d'affichage comme l'e-paper, même si à l'époque l'e-paper était encore seulement en laboratoire, n'était pas encore développé. Et le système, c'était que vous aviez cette petite surface devant vous, et puis quand vous tourniez le dispositif de lecture, ça tournait la page. Si vous tournez la page, vous tourniez le dispositif. 1996. 1999 à 2000, vous avez aux États-Unis plusieurs dispositifs de lecture qui ont déjà été commercialisés. Vous avez le Rocketbook, le Softbook, tout ça par une société qui s'appelait Nouveau Média, notamment aux États-Unis. Alors c'était un dispositif qui pesait 1 à 2 kg quand même, c'était rétro-éclairé, c'était pas encore de l'encre électronique. Il y avait peu de contenu, il y avait très peu d'autonomie aussi. Imaginez en 1999. Regardez, les premiers iPads sont arrivés vers 2008-2009, de mémoire 2009 par là, peut-être même 2010 d'ailleurs. Donc imaginez en 1999, c'était encore assez typique et c'était très lourd et il n'y avait pas d'autonomie. 2000, vous avez ici le Cital, enfin le Seabook première génération, c'était Cital, où il y avait notamment Eric Orsena et Attali qui étaient dans l'équipe, ils ont fait ça de 2000 à 2002 où la société s'est arrêtée. Ils avaient passé quelques partenariats avec des éditeurs à l'époque. Il y a eu en 2000 le premier village du livre numérique au centre du livre de Paris, quand même, porte de Versailles. Et là, ça avait quand même beaucoup de personnes qui avaient commencé à se rendre compte qu'en effet, il commençait à se passer quelque chose dans le domaine du livre et du numérique, et que sans doute dans les années à venir, ça allait prendre de l'importance. Vous voyez, 2000, on est en 2013, après, pendant 3-4 ans, il n'y a plus de village numérique au Salon du Livre de Paris. Maintenant, bien sûr, il y en a tous les ans. Alors, si nous revenons un petit peu en arrière, 1977, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure avec l'espoir pour le petit dispositif de lecture de notre ami Schweitzer à Strasbourg. 1977, au MIT, vous avez quelqu'un qui s'appelle Nicolas Sheridan, qui a mis au point la technique d'affichage de l'encre électronique et du papier électronique e-paper. Alors ça, vous l'avez vu, je pense, dans des conférences antérieures, donc je ne vais pas insister dessus. C'est le système aujourd'hui de dispositif qu'on appelle les liseuses, c'est-à-dire ça reproduit les caractéristiques de l'affichage imprimé sur papier. Vous n'avez pas de rétroéclairage. C'est un petit système à l'intérieur de la page, si vous voulez, de polymère, une page classifiée, puis sous
sous un écran, surtout qu'aujourd'hui la plupart sont tactiles. Ben, vous avez des microcapsules avec à l'intérieur comme des piments d'encre, en fin de compte, qui sont polarisés électriquement. Et puis quand vous tournez la page, eh bien, les particules noires et blanches se positionnent, les petits pigments se positionnent en surface, et puis l'œil voit exactement comme si c'était de l'imprimer sur du papier. Étant entendu, dans quelques semaines, j'ai prévu de publier un petit texte, justement un petit peu une critique sur ces liseuses, étant entendu que c'est quand même, malgré ce que beaucoup de blogueurs disent, c'est quand même, à mon sens, sous-performant par rapport aux dispositifs de lecture auxquels nous sommes habitués, par rapport au papier. Il y a des fois des points quand même de mise en page, de typographie qui sont assez rédhibitoires pour la lecture. Le fond, malgré que le contraste soit bon, c'est vrai que le fond est gris, si vous voulez, il est gris clair. Alors une page de papier, elle n'est pas blanche, elle sera aveuglante. Mais enfin, par rapport à une page d'e-paper, quand même, une page de papier est blanche. Là, c'est quand même du noir sur du gris. Il n'y a plus de marge. Si vous avez le malheur de toucher un petit peu la page d'e-paper, hop, vous avez des pages qui tournent, ça vous propose une définition, ou ceci ou cela, vous voyez. Bon, et ça, si vous faites comme moi encore, que vous prenez des précautions, que vous ne connectez pas votre liseuse au Wi-Fi. Parce que sinon, bon, tout est possible presque. Avril 2004, la première liseuse était sortie au Japon, la Librier de Sony, que vous avez ici. D'avril 2004 à 2005-2006, ça avait été un échec. Et après, bon, bah, ça s'est vraiment lancé le marché à partir, disons, de 2010. Quand j'avais sorti la première édition de mon livre Gutenberg 2.0, le futur du livre, qui était donc un livre sur cette technologie de l'encre électronique, du papier électronique et sur ses supports, au Salon du Livre de Paris en 2007, en mars 2007, il y avait un stand d'une spin-off de Philips, qui s'appelle RX Technologies, et qui commercialisait sa tablette Iliad, que j'ai toujours personnellement, d'ailleurs, qui marche toujours, qui était très bien à mon avis, mais bon, ils ont fait faillite au bout de quelques années. Et c'était le retour, si vous voulez, en 2007, bon, bah, de ce type de tablette de lecture. Mais la première, donc, c'était avril 2004. Alors, il y a, vous voyez, ce que nous pourrions appeler une préhistoire du livre numérique, dont là, je vous ai mis juste les quelques dates, je ne vais pas tout vous lire, vous aurez après, de toute façon, ma présentation. 1945, on l'a déjà cité, le Nemex de Van Bush. 71, l'e-text number one, le premier texte numérisé par Michael Hart à l'université d'Illinois. Michael Hart, qui nous a quittés il y a 2 ans et qui avait lancé aussi dans la foulée le projet Gutenberg, le premier projet de bibliothèque numérique, vous êtes toujours en ligne, avec des centaines de milliers d'ouvrages gratuits du domaine public, et aussi plusieurs milliers de livres en français. 72, l'INABOOK, nous l'avons vu. 77, conception de l'e-ink, nous l'avons vu. En 91, aux USA, vous avez une première maison d'édition numérique, quand même, en 1991. Ah, c'était sur disquette à l'époque. En 96, en France, nous avons vu Schweitzer avec Platfolio. 96, vous connaissez tous le lancement de ZaziWeb par Isabelle Aveline. Je pense que vous avez suivi ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle ait arrêté, malheureusement, faute de soutien public en 2009, et qui était un des premiers réseaux sociaux, qui était francophone et qui était un réseau social autour du livre et de la lecture, et où il y avait énormément de bibliothécaires dedans très actifs. 1998 à 2004, un premier éditeur numérique français, l'édition 0R, avec entre autres Jean-Pierre Arbon, Constance Krebs, qui avait collaboré à la première édition justement de mon livre aussi, Gutenberg 2.0. Plusieurs, on l'a vu aussi, 1998-2000, plusieurs tentatives avortées de nouveaux dispositifs de lecture aux États-Unis. En 1999 à 2009, Le Labyrinthe de Christine Génin de la BNF, qui travaille toujours à la BNF, qui maintenant s'occupe des signets justement de la BNF. Et c'était un portail qui regroupait l'ensemble des ressources francophones sur les auteurs. Et en 2004, nous l'avons vu aussi, l'échec de la première liseuse au Japon. Donc vous voyez, je veux dire, c'est pas nouveau, je ne sais pas depuis combien de temps vous entendez parler, vous, des liseuses, de nouveaux dispositifs de lecture, ou que les pratiques de lecture commençaient à évoluer, à changer, tout ça. Mais vous voyez, il y a quand même déjà toute une préhistoire de ceci. Et en tenant compte, je vous dis, que de tout temps, les hommes ont cherché à améliorer les dispositifs d'écriture et de lecture. Alors, quand même, l'étape
des étapes cruciales à laquelle souvent on se réfère, c'est celle de 1450-1501, c'est-à-dire les incunables. Les incunables ne sont pas encore véritablement des livres imprimés, mais qui ne sont plus des livres manuscrits. Ce sont les premiers livres imprimés, mais qui reprennent en gros encore les codes typographiques, notamment du manuscrit. L'été 1971 est une deuxième date que nous pouvons mettre en parallèle dans la logique que je vous montrais tout à l'heure juste en début, en mettant en parallèle des éléments du présent avec des éléments du passé. Que s'est-il passé justement à l'été 1971? Deux choses. Le 4 juillet 1971, je signalais tout à l'heure que j'avance en boucle, comme ça, en spirale un petit peu, je fais exprès dans mon raisonnement. Michael Hart, donc l'e-text number one, le premier texte numérisé, qui est la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. C'est donc l'Independence Day, c'est le chemin de la nuit du 4 juillet aux États-Unis. Michael Hart était étudiant à l'Université d'Illinois. On lui a confié l'ordinateur, il y avait juste dans quelques ordinateurs, un ordinateur dans quelques universités américaines. Et puis il a eu l'idée, comme ça, de rentrer numériser la déclaration d'indépendance. Et c'était le premier texte. Comme il y a eu un premier texte un jour imprimé par Gutenberg, il y a eu un premier texte, si vous voulez, numérisé. Et vous voyez, c'est quand même le 4 juillet 1971, c'est pas hier. Et le 15 août 1971, là, je fais référence aux travaux de Caris Ehrenschmidt. Il y a un livre que je vous conseille de lire qui s'appelle Les trois écritures. Richard Nixon a suspendu la convertibilité en or du dollar. Alors apparemment, les banques européennes ont suivi. Je ne vous dis pas ça pour les répercussions économiques que ça a pu avoir, mais parce que ça joue aussi un rôle symbolique important au niveau de l'écrit pour Clarice Ehrenschmidt, à savoir, si vous voulez, que les éléments scripturaires, par exemple sur les billets, ne correspondaient plus, quelque part, à une réalité matérielle, une réalité physique. C'est-à-dire, le lien entre le texte écrit et puis la réalité, quelque part, c'était rompu. On peut faire un parallèle qui est judicieux avec ce qui s'est passé justement dans la nuit du 4 juillet 1971. Alors, si nous rappelons la période des incunables de 450-1501, et nous faisons un parallèle 1971 comme début, on peut parler éventuellement d'incunable, nous parlons d'incunable. Et si, alors ça n'a aucune raison d'être, bien sûr, c'est un modèle juste de réflexion théorique, si nous adoptons le postulat que la période des incunables ayant duré 51 ans, la période des incunables aura aussi 51 ans, nous sortirions de la période des incunables en 2022. Et nous sommes en 2013, et nous sommes un petit peu dans la dernière ligne droite. Il reste à peu près un petit peu moins de 10 ans. Voilà. Alors ça, quand j'ai des étudiants, j'enseigne un petit peu notamment à l'Université Paris 13, auprès des étudiants en Master 2 en commercialisation du livre, ou à l'ESTEN, des techniques d'édition numérique à Tours. C'est un petit peu un sujet de réflexion que je leur donne des fois. C'est est-ce que la période des incunables va durer moins longtemps ou plus longtemps que la période des incunables? Et pourquoi? Voilà. Alors, c'est purement théorique, mais ça permet de réfléchir, si vous voulez, la situation présente. Alors, on peut représenter ça de forme, d'une manière plus imagée aussi. Donc, premier siècle, en gros, si on met de côté, entre parenthèses, je vous disais tout à l'heure, la persistance quand même du rouleau et du codex pendant plusieurs siècles, ce dispositif, avec la lectrice de Fragonard qui le symbolise agréablement. Et puis, 21e siècle, et là, nous retrouvons non plus avec un dispositif unique, mais avec une multitude de dispositifs différents. Là, les échelles ne sont pas respectées, parce que l'iPad est à la grandeur, à l'échelle des petites liseuses, mais l'échelle n'est pas respectée. Enfin, vous voyez, quand même, il y a maintenant plusieurs dizaines de modèles de liseuses différentes qui sont commercialisés. Vous avez des tablettes Internet connectées, vous avez d'autres dispositifs, vous avez les smartphones, vous avez des dispositifs par exemple comme les consoles de jeux aussi qui pour la BD ou les mangas font dispositifs de lecture, voire des fois des dispositifs encore plus originaux. Là vous avez le petit lapin Nabasta, le petit lapin Wi-Fi qui avait passé un contrat notamment avec Gallimard Jeunesse, vous voyez, vous achetiez le lapin et là, vous achetiez séparément en librairie la collection de livres. Vous avez sur la couverture ici une petite puce RFID, là où je passe la petite main de ma souris. Vous la passez devant le nez du lapin était Wi-Fi, donc
il bougeait les oreilles, il faisait des petits bruits, il changeait de couleur, il se connectait au Wi-Fi, et puis symboliquement, vous pouviez ouvrir le livre comme c'est là devant le lapin, et puis le lapin lisait l'histoire à l'enfant. Et c'était relié à une communauté sur le web, un site web, où éventuellement des parents éloignés, ou des grands-parents, ou des gens de la famille, pouvaient enregistrer l'histoire avec leur voix. Et comme ça, le lapin se connectait, par exemple, sortait le profil, et puis c'était la voix du grand-père ou de la grand-mère, à l'autre bout de la France, qui, vers le petit lapin, lisait l'histoire. Et c'est un dispositif de lecture aussi. Alors, comment pouvons-nous, tout ce parcours dans le temps historique là, que nous avons fait rapidement et à vraiment à très très grand trait, mais je vous invite justement, je pense que vous l'avez fait déjà, mais à vous intéresser à l'histoire et du livre et de la lecture, à lire par exemple l'histoire de la lecture d'Alberto Manguel, à lire l'histoire du livre de Frédéric Barbier, vous voyez, à lire des livres comme ça, qui sont des livres de vulgarisation, mais qui sont très intéressants pour justement remettre en perspective toute cette histoire et puis la relier à ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons distinguer au moins 4 niveaux de mutation pour essayer d'analyser un petit peu, si vous voulez, ce que nous vivons actuellement, pour arriver justement à avoir un état des lieux assez clair, le plus précis possible. Alors, j'ai essayé de les mettre par ordre, si je puis dire, d'apparition chronologique, et à l'intérieur des 4 points, de respecter aussi un petit peu cet ordre chronologique ou ordre d'importance. On l'a tous observé, je pense, dans notre vie quotidienne. Le premier niveau de mutation qui s'est produit, c'est au niveau des pratiques de lecture, d'écriture, de recherche, d'information, d'accès aux documents, tout simplement avec le web. D'abord dans les cadres professionnels et puis de plus en plus aussi chez nous, tout simplement, à nos domiciles. Le deuxième niveau de mutation ensuite, ça a été l'apparition de nouveaux dispositifs de lecture, que j'appelle donc des NDL, nouveaux dispositifs de lecture, avec 4 grandes familles, que innocemment, je peux dire l'air de rien, comme ça, j'ai déjà cité un petit peu précédemment. Par ordre d'apparition, les premiers nouveaux dispositifs de lecture, qu'avant je rappelle, donc on lisait en fin de compte sur du papier imprimé, ça a été les ordinateurs. Deuxième dispositif de lecture apparu, ça a été à partir de 2004, ce que nous appelons aujourd'hui les liseuses. Ensuite, plus ou moins en même temps, les tablettes connectées, type iPad, et puis, ou Galaxy de Samsung, etc. Je ne fais pas de publicité. Personnellement, c'est ni Kindle ni iPad. Je ne prends pas de système propriétaire et fermé de ce type. Donc, je ne fais absolument pas de publicité pour Apple. Je ne peux pas ne pas citer ce type de produit. Donc, troisième, quatrième famille, tablettes connectées et puis smartphone. Voilà. Et puis maintenant, d'autres dispositifs, je vous dis qu'on voyait tout à l'heure, comme les consoles de jeu, bientôt les lunettes vidéo, etc., d'autres dispositifs plus typiques, si je puis dire en quelque sorte, qui arrivent. Les 4 grandes familles. Avec différents problèmes. Bon, j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, en avant-première, la critique que je vais faire bientôt sur ces liseuses. Ne pouvant, j'espère, ne pas être attaqué sur ma bonne foi, sur mon ouverture d'esprit par rapport à cette technologie, parce que j'étais le premier et le seul à avoir acheté un livre, donc Gutenberg 2.0, en première édition en 2016, j'ai donc écrit en 2006. J'ai écrit le seul livre qui existe sur cette nouvelle technologie d'affichage, donc j'ai absolument rien contre, mais elle est encore très décevante. Des problèmes, d'une part, d'affordance pour ces nouveaux dispositifs de lecture. L'affordance, là je ne vais pas pouvoir vous montrer ce que c'est comme le dispositif scénique, si je puis dire entre guillemets, est conçu, mais je vais vous expliquer. L'affordance, par exemple, quand j'interviens dans des salles où il y a des chaises, des tabourets, 3-4 sortes de sièges différents, je les montre comme ça, et instinctivement, les personnes, même si c'est des sièges vraiment différents, aussitôt, dans le centième de seconde, tout le monde se rend compte que ce sont des sièges pour s'asseoir. On voit aussitôt à quoi ça sert. C'est-à-dire ils ont tous ces 4-5 fauteuils différents, ils ont une affordance très, très forte. C'est-à-dire ils suggèrent aussitôt, spontanément, leur utilisation, leur utilité. L'affordance, c'est ça, si vous voulez, c'est la capacité d'un objet
a suggéré aussitôt son utilité dans l'esprit des personnes. Et donc on voit bien que les nouveaux dispositifs de lecture, ils ont par rapport à la lecture justement précisément, ils ont une affordance très faible. Un smartphone, une tablette internet, même un ordinateur comme j'ai devant moi actuellement, sur lequel je lis là, en ce moment même, et sur lequel je lis énormément de documents régulièrement, et sur lesquels depuis des années tous nous lisons de plus en plus, spontanément, nous ne pensons pas que c'est un dispositif de lecture par rapport à un livre. Donc l'affordance par rapport au codex est très faible. Des problèmes d'ergonomie, bon, je l'évoquais aussi un petit peu tout à l'heure. Par exemple, la tablette que j'avais en 2007 d'Arex Technologies, tablette Iliad, elle était un petit peu plus grande que les liseuses qui font maintenant, et elle avait le long du côté gauche une petite barre verticale articulée qui s'appelait un flip bar, et vous faisiez comme ça avec le pouce, et ça tournait la page. Vous voyez, et c'était quelque chose, en fin de compte, un geste très naturel, et qu'on adoptait très vite. À tel point d'ailleurs que maintenant, quand je suis encore, par exemple, j'ai une liseuse de Sony, pour être sur un système justement qui n'est pas propriétaire, qui n'est pas fermé comme le Kindle d'Amazon, et alors que l'écran est tactile de ma tablette Sony, je ne sais pas où l'attraper, la toucher, parce que tout il se passe des tas de choses, je fais des fois ça pour tourner la page. Puis par contre, il n'y a rien qui tourne. Je suis obligé de faire comme ça sur l'écran pour tourner la page. Pour vous dire, vous voyez, l'ergonomie est très importante. Et puis, bien sûr, tous les problèmes liés à l'obsolescence programmée. Alors ça existe absolument dans tout ce qu'on nous vend actuellement. Vous avez vu que de plus en plus c'est mis en question, surtout dans l'époque quand même assez difficile économiquement que beaucoup d'entre nous traversent. Mais à savoir que ces tablettes sont faites pour avoir une durée de vie quand même assez limitée, ou pour que au bout de 3 ans, 2 ans, il y a une nouvelle version qui sort, et puis si vous voulez pouvoir y accéder comme il faut, pouvoir bénéficier des options supplémentaires, etc., vous devez changer de liseuse. Regardez, je pense que dans l'assistance, vous avez tous des smartphones, des téléphones portables, des téléphones mobiles. Regardez le nombre de fois déjà où vous avez dû changer de portable. Alors qu'avant, pendant des années, on n'avait pas de téléphone portable et nous vivions très bien sans téléphone portable. Bon. Et donc il va se passer ce même phénomène d'obsolescence programmée avec les liseuses. Chose qu'on ne dit pas habituellement parce qu'il est très malvenu. Justement, le discours, si vous voulez, entre guillemets, un petit peu officiel, c'est de dire, nous passons d'édition imprimée à édition numérique, et puis youpi, c'est merveilleux. Non, moi je dis, l'avenir du livre peut pas être son passé, on ne peut pas aller contre, mais tout n'est pas forcément merveilleux, et puis il faut garder un regard critique, garder sa liberté d'esprit pour remettre justement en question les points qui peuvent poser problème. Troisième niveau de mutation, ça nous ne le verrons pas aujourd'hui, au niveau du marché du livre, qui bien sûr se traduit notamment par une reconfiguration de la chaîne du livre et de nos amis libraires notamment qui peuvent se faire du souci. Et puis quatrième, au niveau de la langue et de la littérature. Nous l'évoquerons peut-être un petit peu selon le temps que nous avons tout à l'heure en fin de parcours. J'entendais parler autrefois d'électronisme, un mot inventé, là je ne sais plus comment on dit qu'on a inventé le mot. Voilà, néologisme, merci. Un néologisme justement pour spécifier un petit peu une sorte d'illettrisme, mais engendré, une sorte d'illettrisme au niveau des interfaces de lecture, au niveau du numérique, une sorte de nouveau illettrisme. Au niveau des nouveaux dispositifs de lecture, je propose d'interroger, notamment toujours pour regarder cet esprit critique, ce que j'appelle les 3 A, c'est-à-dire d'interroger l'acceptabilité, c'est-à-dire ce qui fait qu'une interface de lecture aujourd'hui peut trouver sa place quand même chez les professionnels du livre comme vous, chez les lecteurs tout simplement, trouver sa place parmi les logiques d'usage préexistantes, parmi tout simplement pour parler simple, les habitudes de lecture qu'avaient
les personnes préalablement, et c'est cette accessibilité qui peut déboucher sur l'appropriation, sur le quatrième A, j'ai mis 3A plus 1, sur l'acceptation par les lecteurs de la nouvelle interface de lecture. Autre A, l'accessibilité. Je devrais prévoir des termes plus faciles à dire pour après quand je suis en conférence. L'accessibilité, qui est la capacité de l'interface de lecture à être utilisable et compréhensible par tous les lecteurs potentiels. Par exemple, tous les années, depuis 2-3 ans, là, à Noël, vous attendez que les ventes de liseuses, de tablettes augmentent, tout ça. Bon, il y a plein de gens qui se font offrir ou à qui on offre d'office ce genre de nouveaux dispositifs de lecture. Et puis j'entends régulièrement, ou je vois sur les forums, ou les blogs, ou des témoignages comme ça d'amis, ben, on se retrouve avec des personnes qui ne savent pas comment les utiliser, parce que notamment, c'est un petit peu comme les téléphones mobiles. Alors les téléphones mobiles, quand même, bon, ben, ça a permis à beaucoup d'entre nous d'acquérir, si vous voulez, certains réflexes, une certaine habitude par rapport à ces dispositifs, ce qui fait qu'on se retrouve assez rapidement, maintenant, quand on est face, par exemple, à une liseuse. Mais c'est des dispositifs où, pour avoir accès au mode d'emploi et aux différentes options, aux différents réglages, il faut déjà savoir se servir de l'appareil. Parce qu'il faut déjà pouvoir mettre l'appareil en marche et puis chercher dans le menu pour accéder au mode d'emploi. Et il y a des personnes simplement bon, bah, qui n'y pensent pas forcément. Ou bon, bah, qui ne pensent pas qu'il faut commencer par sa liseuse, par la mettre à recharger. Parce que quand même si ça a une durée une autonomie assez conséquente, surtout quand elles sont connectées Wi-Fi, ça part quand même, l'autonomie elle serait du bien plus vite que ce qui est indiqué sur les argumentaires commerciaux. Et puis, bon, bah, si vous ne la rechargez pas, vous tombez en panne. Je vous invite à vous amuser à rechercher dans des romans, puis si vous en trouvez comme ça des extraits intéressants, à me les envoyer par mail, je vous donnerai mon adresse tout à l'heure. Là, vous voyez qu'il voit, il avait construit sa petite maison, je pense que vous connaissez l'histoire un petit peu, il avait construit sa maison pour vivre comme ça en autarcie complète dans la nature, à côté d'un petit lac. Et là, en fin de compte, il décrit le lac, avec le paysage autour, comme un œil. Les arbres fluviatiers, c'est les arbres voisins de la rive, sont les cils délicats qui le frangent, et les collines et rochers, les rochers boisés qui l'entourent, le sourcil qui le surplombe. C'est une lecture du paysage, si vous voulez. Référence aussi à notre livre que vous pouvez lire là-dessus, qui est d'un abord vraiment facile aussi à lire. C'est Le Chant des pistes de Bruce Chatwin, qui est sorti il y a une vingtaine d'années chez Grasset, sur les songlines, ces pistes chantées des aborigènes australiens. Vous voyez, vous avez, ça c'est pour vous dire que la lecture, au départ, les premiers hommes avaient une lecture environnante du monde. Pensez aux chasseurs, pensez aux agriculteurs qui, en fonction de signes, comme ça, pour vous dire le temps, il n'y a pas seulement les Indiens qui vous dire le temps qu'il allait faire demain, ou si un animal était passé là, ou si la récolte allait être bonne. Alors, conclusion de la première partie, en nous inscrivant donc là-dedans, qu'est-ce que état des lieux? Métamorphose du livre en tant que contenant, plus volatilité des livres en tant que contenu, voilà comment on peut résumer pour que ce soit bien clair tout ce qu'on a vu très sommairement jusqu'à maintenant, égale ce que nous pourrions appeler digitalisation de l'édition, à cause du doigt et puis de digit, number, tout ça en anglais, je préfère digitalisation que numérisation, mais disons numérisation pour dire numérisation si vous voulez de l'édition, qui serait donc éventuellement, rappelez-vous mes postulats tout à l'heure et mes deux théories sur la non-existence, les deux hypothèses sur la non-existence de l'édition numérique, qui seraient donc potentiellement des marqueurs de la période des incunables. Et donc nous avons exactement fait une heure, nous avons gardé le retard. Alors je ne sais pas si une pause est prévue, non? Alors nous allons continuer. Donc à partir de cet état des lieux, nous allons repartir pour une deuxième heure de l'état des lieux aux perspectives pour les bibliothécaires. Nous sommes donc aujourd'hui, et vous êtes aujourd'hui, face à un double phénomène. C'est l'une des choses que je suis venu vous dire. Ce double phénomène, nous pouvons vous faire remonter allégoriquement à moins de 188 avant Jésus-Christ à la mythique bibliothèque d'Alexandrie, qui nous a fait des blagues. Voilà. La bibliothèque d'Alexandrie qui nous permet de nous rappeler l'étymologie de bibliothèque, c'est-à-dire un endroit où l'on range les livres. Teke, c'est des sortes de codes, emplacements pour mettre les rouleaux, dans lesquels on mettait les rouleaux de papyrus, qui étaient les livres à l'époque.
donc de moins de 188 avant Jésus-Christ à Alexandrie, à plus de 1013 après Jésus-Christ à Miramas, ce double mouvement, métamorphose du livre en tant que contenant. Là le livre général, comme on dit par exemple un livre de Victor Hugo, ce n'est pas un livre précis, un titre précis, mais c'est un livre par Victor Hugo, ou un livre de Zola, un livre de qui vous voulez. Et puis volatilité des livres en tant que contenu. Par exemple, L'homme qui rit de Victor Hugo, vous pouvez aujourd'hui, c'est un domaine public, bien sûr, télécharger sur votre smartphone, télécharger sur une liseuse, lire sur votre ordinateur, ou acheter encore en livre de poche, ou chez un bouquiniste, etc., ou l'emprunter en bibliothèque. Alors qu'avant, il n'y avait pas, je veux dire, avant, nous n'étions pas justement dans le cas de figure où nous sommes aujourd'hui, où le dispositif de lecture est une bibliothèque. Donc, j'espère que vous avez réalisé, avant que je vienne vous le dire aujourd'hui, le dispositif de lecture maintenant est une bibliothèque. Vous savez, on l'a, je ne l'ai pas dit, vous savez que les liseuses peuvent contenir des centaines de livres, et qu'en rajoutant une petite SD-carte, c'est des milliers de livres. C'est plus de livres qu'un lecteur peut en lire dans sa vie. Alors, quand le dispositif de lecture est une bibliothèque, on peut se poser la question, que fait le bibliothécaire? On peut se poser la question, où est le bibliothécaire? Bien sûr, moi j'en vois souvent, j'ai cette chance-là, mais c'est quand je suis devant ma liseuse Sony, j'essaie de lui parler, si je cherche le bibliothécaire dedans, il n'y a personne qui me répond. Hein. Donc voilà un petit peu, c'est ce petit bouton-là qu'on voit, ce point d'interrogation, c'est ce petit bouton qu'il faut essayer de cerner, et puis de rendre cliquable, si vous voulez, de faire qu'il se passe quelque chose. Alors, je vais peut-être être un petit peu plus provocateur pendant cette seconde partie, mais c'est pour susciter les échanges, susciter la réflexion, vous emmener à vous poser des questions. Et je ne veux pas, je vous dis dès le début, être consensuel moi, sur l'édition numérique. Je pense qu'il faut que nous adoptions un point de vue, un regard critique. Les livres, de tout temps, quel que soit leur support, c'est-à-dire quand je parle de livres, j'entends ces tablettes d'argile, les omoplates de cerf à un moment, avec où on a trouvé des caractères dessus, etc., les supports, les dispositifs de lecture. Les bibliothèques et le web sont basés un petit peu sur la même logique, qui est la logique de compilation. On empile, ce qui est un réflexe assez primitif, en fin de compte, qu'on retrouve aussi chez des animaux, d'empiler comme ça, avec des pierres ou des bouts de bois. Là, vous avez une expérience à côté, là, la photo, c'était il y a 1 ou 2 ans, une impression de Wikipédia à un moment donné. Vous voyez ce que ça fait. Mais ce n'est pas seulement de la compilation, et là c'est important de réfléchir là-dessus. Là je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais je signale quand même, il s'agit aussi de plier le livre. Là j'ai pas de page, vous voyez c'est symbolique. D'ailleurs j'ai un ordinateur devant moi, mais j'ai oublié de prendre une page papier, une page A4. Quand on plie, vous prenez une feuille, vous la pliez, vous avez déjà par cette pliure, symboliquement, vous avez un cahier qui s'ouvre, vous avez le B.A.B.A. déjà des cahiers, des pages de livres reliés. Vous avez symboliquement comme un portail, une porte cochère qu'on ouvrirait à 2 battants, comme des volets qui s'ouvrent, comme des bras qui s'ouvrent. Vous avez quelque chose, un dispositif qu'on ne retrouve pas, qu'on n'avait pas sur le rouleau de papyrus par exemple, mais qu'on ne retrouve pas aujourd'hui sur les pages écran. La notion de page écran aussi mérite, je pense, qu'on l'interroge, et puis la notion de page aussi en général, qui étaient des champs, qui étaient l'étymologie de page, c'était la surface qu'un œil, surface cultivable, qu'un regard humain pouvait parcourir. Alors après aussi l'écriture de Céphrodon, l'écriture, vous savez, les écritures qui sont comme ça, qui partent en haut à gauche, qui vont à droite, et puis qui reprennent droite à gauche, comme les bœufs qui labourent les champs. Rapport, là encore, avec la bibliographie naturelle, avec justement le rapport entre les surfaces de lecture, d'écriture, et puis notre environnement, et puis la terre. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Ce que je vous propose, moi, que je propose à tous vos collègues partout où j'interviens, c'est de ne plus compiler, mais de s'adapter, et plus que s'adapter, de s'articuler. Ma pliure, qu'est-ce que ça fait en fin de compte? Ça fait une articulation, à mettre en parallèle avec l'acquisition de la bipédie. Regardez, je ne suis pas orthopédiste, je ne suis
pas, comment ça s'appelle, les gens qui aident à marcher, là, font la rééducation. Mais regardez, quand vous marchez, essayez de réfléchir tout à l'heure quand vous marchez, vous allez voir toutes ces articulations, hein, au pied, à la rotule, au genou. Sans articulation, on ne peut pas marcher. L'articulation, et puis vous avez des études d'anthropologues là-dessus qui sont intéressantes, alors bon, elles sont un peu plus difficiles, si on n'est pas spécialiste de ces domaines-là, plus difficiles à aborder, mais sur les rapports aussi justement entre la marche et l'articulation, l'acquisition de la parole articulée, passer de l'inarticulé à l'articulé. Voyez. Donc, et là, c'est une manière aussi, nous restons dans l'articulation. Et voir justement comment on peut articuler ça avec aujourd'hui les nouveaux dispositifs, qui d'après moi sont, vous l'aurez compris, je pense, sont assez éphémères parce qu'ils reproduisent trop, ils sont trop dans la reproduction, je pense, de modèles très anciens. Ce que je veux vous dire, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, ces liseuses, par exemple, surtout les liseuses, c'est un petit peu comme des gramophones par rapport au lecteur MP3. Vous voyez la différence entre un gramophone, lecteur de musique avec le pavillon, tout ça, les 70 tours, la manivelle, tout, et aujourd'hui un petit lecteur de fichiers MP3. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle nouveaux dispositifs de lecture sont un petit peu des gramophones par rapport à ce que seront effectivement les nouveaux dispositifs de lecture dans quelques décennies. Donc aujourd'hui, je vous invite à vous articuler d'une part à trois choses, aux nouvelles pratiques des usagers, aux nouvelles conditions de production de l'information et leurs effets, et aux nouvelles exigences du contexte, avec à chaque fois, on va élever ça à la puissance 3, à chaque fois 3 points. Donc pour l'articulation de nouvelles pratiques des usagers, on les a définis un petit peu tout à l'heure, la mobilité, la connectivité et les téléchargements. Nous allons voir dans un instant comment ça peut impacter, comment ça impacte déjà, comment ça a déjà impacté les bibliothèques, les médiathèques, et comment pouvez vous inscrire dans ce mouvement. Les 3 points pour les nouvelles conditions de production d'informations et leurs effets, il y a la surcharge informationnelle, l'infobésité, on est carrément submergé, et vos usagers sont de plus en plus submergés par une masse de données, d'informations, et c'est justement une de vos missions nouvelles, je pense, de faire un tri, une hiérarchisation, une validation au niveau de ces informations. Il y a aussi tout ce qui est la répétitivité avec les fermes de contenu, les blogs perroquets, et notamment, je suis bien placé pour le savoir, quand vous voulez vous renseigner sur ce fameux passage d'édition imprimée à édition numérique, sur ce qui se passe dans l'actualité des e-books, des liseuses, etc. Vous avez énormément d'informations qui déjà sont des traductions plus ou moins pertinentes, plus ou moins justes de contenu anglo-saxon, et puis les blogs qui se répètent les uns les autres, ce que j'appelle les blogs perroquets, et puis globalement une dilution de la médiation et de la prescription, c'est-à-dire où, comme on parle maintenant de journalisme citoyen, alors j'ai jamais entendu parler encore de bibliothécaires citoyens, mais vous avez des tas de gens qui sont ni bibliothécaires, ni libraires, ni professeurs documentalistes, et puis qui en fin de compte maintenant, alors qu'on recommande des livres à des amis, qu'on dit qu'on a bien aimé tel ouvrage pour telle ou telle raison, ça c'est très bien, mais enfin vous avez de plus en plus de personnes comme ça qui, aux autorités, se mettent à faire de la médiation autour des contenus sur le web. Et alors, des fois c'est pertinent, des fois ça l'est moins. Troisième point, donc, s'articuler aux nouvelles exigences du contexte, et avec ces 3 points primordiaux, qui sont 3 nouvelles missions, en fin de compte aussi un petit peu pour les bibliothécaires, je pense, de pouvoir sourcer l'information, de pouvoir valider l'information, dater et actualiser l'information. Parce que donc, voir le point précédent, on se retrouve face à une situation où ce n'est plus possible, comme c'était, par exemple, par rapport à l'imprimé, qui, au moins illusoirement, parce qu'il y a eu énormément de bêtises imprimées, au moins illusoirement, donnait une impression quand même de stabilité et donc de fausse sécurité. Je dis bien de fausse sécurité. Mais enfin, ce qui s'est passé, en fin de compte, l'ordinateur, rappelez-vous ce que vous êtes fait un petit peu sur les précurseurs, l'ordinateur en général, les nouveaux dispositifs de lecture donc, qui en découlent, se sont élaborés sur une sorte de métaphore de la bibliothèque. Ça veut dire que symboliquement, et plus que symboliquement, même réellement, la bibliothèque, on le voit, le mythe de Babel, le mythe de la bibliothèque d'Alexandrie, est dans l'histoire de l'espèce, dans l'histoire de l'humanité,
élément vraiment central et je dirais crucial. Et je cherche assez souvent mes mots, c'est parce que je cherche à employer le mot plus exact, et quand j'ai des mots comme ça qui peuvent sembler un petit peu hors propos, je fais exprès et je vous invite à réfléchir après dessus. C'est donc crucial, je pense, la bibliothèque dans l'histoire de l'humanité, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Et donc l'ordinateur, c'est conçu au départ comme une métaphore de la bibliothèque, c'est-à-dire on arrive, les ordinateurs sont maintenant des sortes de super bibliothèques et remplacent la bibliothèque. Et ce que je vous invite, moi, c'est à ne pas prendre ça de manière passive et dire, oui, voilà, maintenant on est écrasé par le numérique, voilà, maintenant c'est le numérique qui est la super bibliothèque. Ce que je vous invite, c'est à être combatif et à renverser le paradigme et à dire, maintenant, nous allons faire de la bibliothèque des super ordinateurs. Parce que les ordinateurs, justement, il y a quand même pas mal de problèmes. Il y a la surinformation, les big data, il y a aussi les manipulations. On ne peut plus valider forcément l'information. Ils ont une masse de données. Les gens ne savent plus où trouver vraiment une information pertinente. Ils ne savent pas la valider, la sourcer, la dater. On voit dans les réseaux sociaux, moi, des fois, je vois un truc, une annonce où c'est quelque chose d'extraordinaire, je clique dessus, et puis en regardant un petit peu, en regardant le code source, si ce n'est pas écrit sur la page, je vois que c'est une nouvelle, en fin de compte, qui a été publiée il y a 2-3 ans. Mais ça ressemble, ça, tout à coup, comme une actualité sur le livre, tout sur des réseaux sociaux. Donc, dire, en fin de compte, nos missions, même nos missions essentielles de bibliothécaires, on doit aujourd'hui les réactiver en retournant, en fin de compte, si vous voulez, la métaphore. Alors, ça nécessite des choses que vous faites déjà en partie, c'est en partie déjà pourquoi vous êtes là aujourd'hui à m'écouter depuis bientôt 2 heures. Ça nécessite une réflexion sur la formation initiale des bibliothécaires, aussi beaucoup sur la formation continue des bibliothécaires, et puis sur la formation et l'information des usagers. Ça, c'est aux bibliothécaires, notamment, c'est une des nouvelles missions des bibliothécaires, je pense, de faire cette information et cette formation des usagers. Je suis obligé d'accélérer un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire puis que le temps passe très vite. Quels peuvent être aujourd'hui les effets du numérique? Car c'est ceux, moi, non bibliothécaire, que je perçois pour vous et que je perçois aussi en fonction de ce que des collègues à vous ont pu me dire à la suite d'autres de mes interventions. Et vous pourrez après me dire ce que vous en pensez, vous. Un des premiers effets que je vois, c'est une réévaluation permanente, c'est-à-dire que le numérique vous induit à réévaluer en permanence les rapports entre l'imprimé et le numérique, entre les contenus imprimés et les contenus numériques. S'induit aussi, le numérique, des évolutions dans vos rapports avec les usagers. Ça vous induit à une réorientation, c'est-à-dire à passer davantage de la gestion à la production de contenu. Ça induit aussi une apparition de nouveaux profils de postes, avec des bibliothécaires qui font de la veille, qui font de la recherche et validation de contenu, que j'évoquais tout à l'heure, voire de l'animation de communautés. Et tous ces points, il y en a 4 encore, on peut conclure, si vous voulez, conclure, non, on ne conclut pas, on ne va surtout pas conclure, mais ça débouche, si vous voulez, sur cette constatation, un petit peu, d'une mutation des espaces. Je vous rappelle la définition du bibliothécaire tout à l'heure, espace où on range les livres, et maintenant, vous avez entendu parler tous de learning center, de troisième lieu, etc., etc. Et je vous parlais tout à l'heure aussi je ne sais plus, on verra, là j'ai perdu le film. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue au niveau et des espaces et des missions, et avec un déplacement, vous le voyez, au niveau de tous vos trucs, numériques, RFID, etc., pour les bornes de prêt, de retour, pour quand vous faites un petit peu le tour à voir les fonds, comment ça s'appelle, un petit peu dans les magasins, là, l'inventaire, voilà, pour l'inventaire, tout, voilà, vous avez des tas de systèmes maintenant automatisés et qui déplacent, en fin de compte, si vous voulez, le centre de gravité des missions de bibliothécaires, de la gestion des collections à la médiation avec les publics. Voilà, oui, c'était ça le troisième point.
que je cherchais au-dessus, mais il était là. Learning Center, troisième lieu, et bibliothèque inclusive. L'inclusion. Voilà. Il y a des... Alors, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, il y a des librairies qui ferment de plus en plus. Par contre, il y a des bibliothèques qui ouvrent. On construit sans arrêt des bibliothèques. Il y en a deux qui vont ouvrir à Paris. Il y en a une grande qui va ouvrir au Halles, au Forum des Halles à Paris, une grande bibliothèque alors jeunesse, mais là ils vont de 15 ans à 35 ans, c'est prévu, vous voyez. Et puis il y a énormément de nouvelles bibliothèques. Alors, par contre, que sont ces nouveaux espaces, justement? Mais c'est soit des learning centers, soit des bibliothèques troisième lieu, soit des bibliothèques inclusives. Nous allons voir un petit peu ces différentes pistes. Alors, quelles sont les attentes? Les attentes, là je parle des attentes de vos usagers, que moi j'appelle plutôt des cherchants. En fin de compte, ils attendent, moi, je pense, de plus en plus des bibliothécaires un rôle de formateur, à ce que j'évoquais déjà, recherche, validation d'informations, voire utilisation de logiciels, utilisation des terminaux de lecture, un rôle de documentaliste, et de plus en plus un rôle d'expert pluridisciplinaire. Vous avez déjà depuis quelques années dans certains endroits les guichets du savoir, par exemple. Un rôle de médiateur, de prescripteur littéraire. Il recherche, je vous disais tout à l'heure, avec le changement de point de gravité, il recherche en fin de compte de la médiation humaine, et il recherche un contact avec les bibliothécaires. Alors qu'il y a, je ne sais pas vous, mais partout où j'interviens, il y a des bibliothécaires quand même qui eux étaient habitués quand même à ne presque pas avoir de rapport avec les usagers. Ou moi, en fait, quand j'étais étudiant, c'était dans les années 80, d'accord, mais c'était prendre la fiche, aller chercher le livre, me donner le livre. Là, ça a déjà beaucoup changé, beaucoup évolué, et on continue dans cette évolution, je pense. C'est-à-dire, il faut, je pense, répondre aux attentes actuelles, mais en anticipant quand même ce qui est en train de se passer et les évolutions des pratiques et des dispositifs à court terme, parce qu'on est là dans une phase où les mutations s'accélèrent. Voilà. Il faut donc, je pense, additionner ces deux mouvements qui pourraient sembler contradictoires, mais qui ne sont pas contradictoires du tout pour moi. D'une part, la sanctuarisation des bibliothèques et d'autre part, la mutation. Sanctuarisation en deux mots, je pense qu'il faut, et à chaque fois de toute façon qu'une profession est soumise à une forte pression et à des changements rapides, accélérés, elle peut s'en sortir en se concentrant vraiment sur sa valeur ajoutée, sur ce qui fait sa spécificité. Donc vous avez une spécificité historique depuis Babel, depuis Alexandrie, et puis vous savez bien qu'à l'époque des incunables, que je vous parlais tout à l'heure, nous n'avons pas, nos ancêtres n'ont pas pu imprimer tous les livres manuscrits. Et là, même avec des gens comme Google, nous ne pourrons jamais numériser tous les livres imprimés. Et donc il faut absolument aussi sauvegarder les contenus imprimés, et puis penser que tout n'est pas sur Google, tout n'est pas sur Wikipédia, et même s'il y a d'autres ressources, tout n'est pas sur des ressources en ligne, mais qui peuvent parfois être utiles, et qu'un jour il sera certainement utile de pouvoir se référer à des documents que tous les appareils les plus modernes ne pourront pas donner. Il s'agirait donc de passer de la bibliothèque à la bibliosphère. Je lisais récemment, notamment dans un article que j'ai écrit pour un numéro de Médiathème de l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France, qui vient de ressortir une actualisation de son livre sur les Web 2.0, si vous voulez, et puis les bibliothèques, je ne sais plus le titre exact, on en parlera en bibliographie. Il s'agit d'émigrer en quelque sorte de la galaxie Gutenberg à la galaxie numérique en y apportant les livres et leur culture, mais, deuxième point, en s'adaptant, sans chercher à appliquer les anciens modèles. Ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent, je sais, sur les mêmes sujets que moi, qui vous parlent, par exemple, d'Appitech. J'entends parler pas d'Appitech, d'Appithécaire, c'est-à-dire dire, les bibliothécaires, avant les bibliothécaires, voilà, ils prêtaient des livres, maintenant, ils vont prêter des applications sur des tablettes de lecture, on va appeler ça des Appitech, et on va les appeler des Appithécaires. Là, je pense que c'est une impasse, et c'est se mettre des œillères et aller à la catastrophe. Parce que je ne vois pas pourquoi des lecteurs contacteraient des bibliothécaires, puis viendraient surtout dans des bibliothèques pour télécharger des applications. Ça, c'est comme les gens qui disent au libraire, vous ne faites pas de soucis, on va vous mettre des bornes, et puis les gens, ils vont venir avec leur tablette pour télécharger les livres numériques. Moi, je ne vois personne aller télécharger des fichiers MP3 chez le disquaire. Je ne vois plus de disquaire, carrément. Voilà.
Alors là, on va passer ça parce que sinon on va jamais y arriver. Ce sont toujours mes échelles avec ma ligne du temps qui passe, 1971, début d'INCUNA, projet Gutenberg, famille Mac-Le-Hart, début informatisation, début numérisation, début virtualisation, on va y arriver. Se réinterroger, vous avez dû le faire, j'espère quand même maintenant depuis un petit bout de temps, sur le passage de son bibliothèque à la notion déjà de médiathèque, c'est-à-dire où on s'est mis, il y a déjà plusieurs décennies, à prêter d'autres choses que de documents écrits, donc je veux dire, c'est pas nouveau. L'impasse, je viens de vous signaler des appliqués et autres gadgets de ce type. Et puis, qu'est-ce que peut être une bibliothèque numérique? Qu'est-ce que peut apporter une bibliothèque numérique? Avec, d'une part, abandonner, je pense, le mythe de la bibliothèque individuelle dans le nuage, c'est-à-dire un petit peu ce que je vous disais, si vous voulez, la page va pouvoir développer cette notion, ça prendrait trop de temps, et je vous disais tout à l'heure qu'en fin de compte, le dispositif de lecture tend à être une bibliothèque, est potentiellement une bibliothèque, et donc il y aurait le risque, quelque part, que ces nouveaux dispositifs, parce qu'ils ont 1000, 2000 livres sur leur carte, puissent être en fin de compte confondus avec des bibliothèques. Rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure sur la bibliosphère, vous pourrez facilement trouver, je me suis exprimé plusieurs fois là-dessus, j'avais écrit un livre aussi, la bibliothèque et la bibliosphère, ou dans le dernier justement numéro de médiathèque de l'ABF, sur la bibliosphère, comme sphère en fin de compte du vivant lecteur, si je puis dire, du lecteur vivant. L'égo-bibliothèque étant en fin de compte l'anti-bibliosphère. On pourrait résumer ça ainsi. Et je pense que ce qu'il faut, c'est plutôt aller vers de nouvelles médiations, vers une remédiation humaine. Alors comment cela peut se traduire concrètement? Là, nous sommes face, on voit y avoir un double phénomène, il y a aussi un double mouvement. Alors tout ça, c'est des... J'essaie de théoriser, si vous voulez, de mettre de réfléchir, si vous voulez, des modèles, si vous voulez, de réflexion pour avancer. Là, on est face à un double mouvement contradictoire un petit peu, notamment avec certaines bibliothèques numériques et à ce que proposent certains qui ne verront que les côtés positifs, qui tiendront un discours évangélisateur sur le numérique, ou si tout était forcément bien parce que c'est numérique. Là, on est dans le mouvement, faire venir les usagers, comme on a compris, dans les bibliothèques. On aimerait bien que les usagers continuent à venir dans les bibliothèques, dans les médiathèques, on en construit, mais en même temps, on leur offre des services connectés qui, quelque part, tendent à leur éviter de devoir venir en bibliothèque. Donc, il y a une sorte de contradiction, au moins apparente, qu'il faut, je pense, résoudre. Alors, comment je vous propose, moi, de résoudre ces deux mouvements contradictoires pour qu'ils puissent être complémentaires? C'est une proposition que je vous fais, bien sûr, là, je suis obligé d'aller très très vite toujours, donc j'ai l'air un petit peu autoritaire, vous savez, je dis, bon, voilà comme ça doit être, mais ce sont bien sûr que des suggestions, et puis je ne les sors pas de mon chapeau, je sors de plusieurs années quand même de réflexion sur ces thèmes, et puis de contact avec des bibliothécaires. Je pense que la bibliothèque numérique devrait être un dispositif global de médiation, on va le voir dans un instant au travers d'un schéma parlant, inscrit dans et participant d'un écosystème territorial. L'ancrage territorial est très, très important, d'après moi. Parce qu'il faut que ça permette aux usagers, quand ils ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, ou qu'ils ne veulent pas, pour une raison ou une autre, venir physiquement, il faut que ça puisse quand même créer le lien, maintenir le lien, et puis donner envie à la personne, potentiellement toujours, de pouvoir venir. Mais que ça ne remplace pas, bien sûr, la médiathèque ou la bibliothèque intramuros, si je puis dire, de brick and mortar, comme disent nos amis anglo-saxons. Donc là, je vous propose ce schéma de quelqu'un qui s'appelle Loïc Hay, qui est chargé de mission à l'Agence numérique d'Île-de-France, qui est très parlant, en fin de compte, sur les médiations numériques, en discernant bien trois espaces de médiation. D'abord, l'endroit physique, ensuite, par exemple, aussi une bibliothèque, la bibliothèque numérique, et puis tout ce qui est contenu et services mobiles. Et ces trois espaces doivent se renvoyer l'un à l'autre, doivent se répondre l'un à l'autre, ne doivent pas être faits séparément, si vous voulez, les uns des autres.
c'est comme aujourd'hui, on ne peut plus concevoir dans une médiathèque, si vous voulez, un coin numérique avec quelques liseuses ou avec quelques postes de consultation du web, et puis le reste de la médiathèque avec du papier, avec de l'imprimé. Chez vous et chez vos usagers, déjà, c'est pas comme ça. C'est mélangé, c'est ambiant. Le numérique fait partie de la vie quotidienne. Vous avez toujours votre smartphone dans votre sac, dans votre poche. Voilà, donc il y a cette interpénétration. Il faut cette interpénétration, si vous voulez, des trois espaces de médiation et puis des trois temps. Avant, par exemple, sa venue, sa visite, son retour à la bibliothèque, pendant et puis après. Là, vous le retrouverez, ce schéma. Là, je suis obligé d'aller vite. C'est un projet de médiathèque, ce ne sera pas exactement comme ça, mais dans le centre de la France. Et vos collègues ont représenté donc, leur future médiathèque, si vous voulez, de cette manière-là. Et c'est intéressant parce que ça montre bien, si vous voulez, justement, l'interpénétration du numérique et de l'imprimé, et puis la différentes sphères de médiation et les ouvertures à chaque fois sur l'extérieur ou avec d'autres services communaux ou départementaux, des associations, l'Association des jardiniers de France, etc., etc. Donc deux questions essentielles aujourd'hui où les bibliothécaires sont un petit peu comme ce funambule que nous voyons là. Alors là, c'est une petite parenthèse, c'est deux points que je ne vais pas forcément évoquer dans ce qui va suivre, mais deux points, je pense, vraiment importants sur lesquels il faudrait que vous réfléchissiez. C'est que les notions d'exemplaires, les notions d'originaux, les notions d'ouvrages disponibles ou indisponibles, de prêt, etc., vont perdre leur pertinence. Même si aujourd'hui, vous pouvez faire semblant et continuer à fonctionner en calquant un petit peu la chaîne du numérique sur la chaîne du papier, va arriver un jour où ça sera plus personne comprendra, si vous parlez d'usager par exemple, que vous ne pourriez pas lui prêter tel livre numérique ou telle revue en version numérique, ou que sur le site web de votre bibliothèque numérique, la personne ne puisse pas télécharger tel contenu parce qu'il y aura par exemple déjà 4 personnes qui l'auront téléchargé. Alors je sais qu'il y a des grands groupes qui vous font des offres d'abonnement à des revues, par exemple, en version numérique, et qui vous louent, vous payez pour avoir un d'accès. Voilà, et si vous voulez un accès en plus, non. Comme si c'était un magazine, une revue imprimée. Ça, les usagers, ils vont plus comprendre au bout d'un moment. Ils ne comprennent pas. Ils développent des stratégies parallèles. On peut appeler ça des fois du piratage, mais on peut appeler ça comme on veut. Mais en tout cas, je veux dire, dans quelques années, très très vite, ça va plus tenir. Comme les prêts. Je sais qu'il y a aussi des e-books non dégradables. C'est-à-dire, vous prêtez le fichier de l'e-book, et puis au bout de, on va dire, un mois, le fichier s'efface de la liseuse de la personne, comme si la personne vous rapportait le livre physique. Voyez, vouloir calquer, absolument faire rentrer les nouvelles pratiques, les nouveaux usages de lecture, de consultation des textes numérisés, numériques. Je n'ai pas fait la différence entre numérisé et numérique, tout ça, mais ça vous a été fait, je pense, déjà précédemment. Mais voir faire rentrer dans les cases de l'imprimé ne va pas être possible. Donc c'est un premier point. Sur quels critères sélectionner les fonds imprimés à numériser, quel contenu numérique produire? Ça, c'est la première question primordiale à laquelle vous devez répondre. Et puis, deuxième question primordiale aussi, quid de la conservation des données numériques? Je pense qu'à titre individuel, personnel, nous avons tous eu des expériences malheureuses là-dessus. Alors, pour finir cette deuxième partie, toujours pas de course, je m'en excuse, quel destin pour les bibliothèques? Alors, il y a trois exactement notions qui sont dans l'air depuis quelques mois, voire un an et demi, 2 ans pour les plus anciennes. Vous avez entendu, je pense, forcément parler, donc on vous a déjà parlé peut-être ici même. Premièrement, la bibliothèque inclusive. Potentiellement, toutes les bibliothèques sont plus ou moins inclusives. On va voir chacune dans le détail après, rassurez-vous. Bibliothèque comme troisième lieu, vous avez tous entendu parler de cette notion de troisième lieu. La bibliothèque sans livre.
Maintenant, ça fait de moins en moins peur. Moi, j'avais parlé de bibliothèque sans livre en 2010 de mémoire à vos collègues de Bruxelles-Capitale, bibliothèque centrale de Bruxelles. J'ai cru que j'allais appeler les urgences psychiatriques, et je l'ai échappé belle. Au cocktail, après, tout le monde me boudait presque, à part les responsables qui étaient contents. Donc j'ai rempli ma mission, je suis venu secouer un petit peu leurs collègues, mais sinon les autres, ils me prenaient pour un fou. Et puis depuis, on va voir, bon, il y a eu plusieurs bibliothèques sans livre, pas en France pour l'instant, mais qui ont ouvert. Bien qu'il y ait aussi en France des bibliothèques sans livre. Qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, des endroits, si vous voulez, ou par exemple des web bars, qui peut être un tiers-lieu. Un espace salon de thé avec des ordinateurs, tout ça, par exemple, ça existe déjà. Alors, souvent, on n'appelle pas ça bibliothèque, parce que c'est pas une bibliothèque. Voilà. Mais il y a déjà. Et puis moi, ce que je vous propose, donc, un quatrième concept, une quatrième notion, qui est la bibliothèque comme un hyperlieu. Référence aussi à tout mon travail sur la notion de bibliosphère. Alors, la bibliothèque inclusive, vous connaissez peut-être, il y a un mémoire qui est sorti par des étudiantes, 3 ou 4 étudiants, je ne sais plus, de l'ENSIB, il y a 2-3 mois. Donc sur la bibliothèque numérique de l'ENSIB, vous tapez bibliothèque inclusive, vous trouverez ça très facilement. Je pense c'est inclusive, c'est-à-dire le contraire d'exclusive. Bibliothèque qui inclut notamment, bon, à plusieurs niveaux, les usagers handicapés, avec bien sûr les possibilités d'accès pour les différents handicaps physiques, et aussi des accompagnements personnalisés et des fonds, des contenus personnalisés. Ça se fait par exemple depuis des années pour les personnes malvoyantes, avec les livres en grand caractère, etc. Mais aujourd'hui, notamment avec les liseuses, les dispositifs de lecture, on peut aller bien plus loin dans l'accompagnement des usagers qui ont des handicaps. L'inclusion aussi des usagers en difficulté sociale, on parle de demandeurs d'emploi, des gens qui recherchent des formations, voire des aides. Il y a toute une étude intéressante là, qui est sortie, notamment sur l'importance de la BPI à Paris, la Bibliothèque publique d'information, au centre Pompidou, dans l'accueil des publics SDF. L'inclusion multiculturelle aussi, pour avoir, en fonction, vous disiez tout à l'heure, c'est très important de s'inscrire, et d'inscrire aussi à la bibliothèque numérique dans une territorialité, c'est-à-dire là par exemple de tenir compte des différentes origines ethniques, des différentes origines culturelles des usagers sur son territoire. Là aussi la BPI a été novatrice dès sa création là-dessus, avec un espace où vous avez les télés, les principales chaînes de télé de différents pays du monde, et vous avez la presse aussi de nombreux pays. Vous avez beaucoup de personnes de pays d'Europe de l'Est ou de pays africains qui viennent, en fin de compte, parce que c'est le seul endroit où ils peuvent avoir, mais c'est à quelques jours de retard, la presse de leur pays d'origine ou dans leur langue maternelle. Et aujourd'hui, on a tous, je pense, quel que soit son territoire, des usagers qui viendraient, peut-être qu'ils ne viennent pas au bibliothèque, mais qui viendraient si justement ils pouvaient trouver des fonds dans leur langue, s'ils pouvaient trouver de l'information dans la langue de leur pays d'origine. Et puis enfin, je vous parlais tout à l'heure de la formation des usagers, tout ce qui est aussi e-inclusion, c'est-à-dire qu'on va aider les personnes à se former au BABA, de la recherche par exemple, d'information, de la validation d'informations, en sachant que beaucoup, à commencer par les jeunes que l'on présuppose généreusement, très avertis, très au fait des pratiques numériques, beaucoup en fin de compte ils se contentent des 3-4 premiers résultats, et encore plus 3-4, c'est des fois seulement les 2 premiers résultats en haut des pages de recherche du moteur Google, et puis une recherche sur Wikipédia. Voilà, on se doute bien que c'est pas qu'il y a d'autres ressources en ligne. Et tout ça, quand ça débouche un petit peu, en fin de compte, cette notion de bibliothèque inclusive, aussi sur une autre parallèle qui est plus développée du côté de vos collègues professeurs documentalistes. Je pense qu'à terme, il y aura une fusion, historiquement, vous savez, les bibliothécaires, à l'époque des manuscrits, les solutions étaient différentes. Je pense qu'il va y avoir, au cours de ce siècle, une fusion entre bibliothécaires, ce qu'on appelle aujourd'hui bibliothécaires, et puis professeurs documentalistes, vous voyez, ou experts en sciences justement de l'information et de la documentation. Mais ça rejoint en fin de compte la bibliothèque inclusive, pris comme ça dans sa globalité, un petit peu ce qu'on appelle les learning centers, c'est-à-dire les centres ouverts d'apprentissage, axés sur l'acquisition de méthodologies de travail et le développement de l'autonomie des usagers. Ça, c'est très important. Et pour que les usagers soient autonomes en toute sécurité, si je puis dire, par rapport au numérique, au contenu numérique, il faut d'abord, j'en reviens là à la formation initiale des bibliothécaires et la formation continue, il faut d'abord que vous
puissiez être aussi autonome par rapport au numérique. Deuxième concept, la bibliothèque comme troisième lieu. Ça, je passerai vite parce que ça a été très vulgarisé, quand même, je pense, comme notion auprès des bibliothécaires. Donc, premier lieu, ben, c'est le domicile. Deuxième lieu, c'est le travail. Et le troisième lieu, ben, voilà, on cherche un troisième lieu de médiation sociale entre l'agora, la halle du marché, le café du commerce, pour faire venir les gens en bibliothèque. Personnellement, je ne trouve pas toujours une très bonne idée. J'ai vu pas mal d'expériences, j'ai parlé de pas mal de choses tout dans les pays d'Europe du Nord. On trouve des choses vraiment. Alors en effet, par exemple, une bibliothèque ouverte toute la nuit pour faire un concours de jeux vidéo. Alors vous avez en effet une centaine de jeunes qui passent toute la nuit à la bibliothèque, sinon ne passeraient pas toute la nuit à la bibliothèque. Oui, d'accord. Mais en gros, si vous voulez, pour caricaturer, parce que je n'ai pas trop de temps, pour caricaturer ma position sur la bibliothèque troisième lieu, c'est si on fait des boîtes de nuit dans les bibliothèques, la bibliothèque sera pleine de monde, d'accord, mais ce sera pleine de bibliothèques peut-être. C'est comme les bibliothèques sans livre. La bibliothèque sans livre, vous êtes là, ça m'est arrivé à Bruxelles. Depuis, vous voyez, août 2010, vous avez quand même plusieurs. Il y en a une qui a été inaugurée, notamment en janvier 2013, là, à l'Université du Texas à San Antonio. Vous avez des bibliothèques sans livre. Je vous rappelle, je disais tout à l'heure, sur, je pense quand même, moi, la sanctuarisation nécessaire et la préservation. Alors, pas forcément des livres qu'il y a dans une médiathèque comme ici, qui, même s'ils sont très intéressants, n'ont pas une valeur historique, ou artistique ou marchande particulière et existent partout ailleurs en milliers d'exemplaires. Mais je pense par exemple notamment aux fonds patrimoniaux on me fait des fois des visites privées des bibliothèques municipales. Il y a des fonds qu'il faut absolument préserver. On ne va pas tout numériser. Ce qui est très intéressant là quand même dans cette image qui a circulé, je vous ai mis à droite, qui a servi sur le web d'illustration à la tournée, je vous ai développé perroquet là tout à l'heure, ça a tourné en boucle, c'est l'image qui était toujours utilisée pour majoritairement en tout cas utiliser faute de photos ou à la place de photos de cette fameuse bibliothèque sans livre qui a ouvert en 2013, en 2013 au Texas. Alors, vous voyez, on voit en fin de compte les différents écrans, les différentes machines sont très nettes, et puis les usagers ou la bibliothécaire sont presque transparents. Vous voyez, c'est symbolique. Bon, on peut voilà. Alors moi, ce que je vous propose, c'est plutôt que la notion de troisième lieu, à laquelle personnellement je ne crois pas trop, de passer à la notion d'hyperlieu. Et je me base sur ça, si vous voulez, je me base pour cela, sur une idée de Patrick Bazin, qui est directeur de la BPI, Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou à Paris, à une interview qu'il avait donnée en mai 2012 au magazine que vous connaissez tous, Livre Hebdo. Il avait dit « Mieux vaudrait parler d'hyperlieu, comme on parle d'hypertexte ou d'un hypermédia, c'est-à-dire d'une structure complexe, multidimensionnelle. Les bibliothèques ont toujours été, dans une certaine mesure, des hyperlieux. » C'est vrai, mais je pense qu'il ne faudrait pas en rester seulement à cette théorie, mais qu'il faudrait vraiment passer au troisième lieu et faire migrer notamment les bibliothèques numériques, pendant ce que vous appelez bibliothèques numériques, en fin de compte, du stade de portail web séparé de la réalité à vraiment, comme je disais tout à l'heure, les mettre vraiment en contact, en relation avec le plan réel physique de la bibliothèque. Là, vous voyez par exemple une conférence d'un auditorium que j'avais, un espace virtuel sur le web 3D, que j'ai testé de janvier 2012 au mois dernier à juin 2013. C'est donc sur le web, une plateforme où des personnes pouvaient se connecter, se créer un avatar, un petit personnage en 3D pour les représenter, et elles pouvaient, dans cet espace virtuel, assister par exemple à des conférences ou des formations comme nous faisons là. Et il y a énormément de recherches qui se développent, c'est que la 3D arrive au cinéma, déjà depuis un petit moment, arrive au niveau des appareils photo, va arriver au niveau de la télévision, et ça va arriver aussi au niveau du web. Et alors si on a été un petit peu surpris, les gens notamment du livre, de l'édition, par l'arrivée du web et du numérique, il faudrait que ça serve un petit peu de leçon, et il ne faudrait pas croire que maintenant, bon, ça y est, ça évolue plus, on voit bien que ça évolue régulièrement, et il ne faudrait pas être surpris par l'évolution du web. Voici par exemple une illustration de ce que peut être véritablement, ce que serait un vrai troisième lieu. En haut,
La photo en haut, c'est une photo de Google Street View d'un village des Cévennes qui s'appelle La Roque, au sud des Cévennes, dans le sud-est de la France, du côté de Montpellier, si je m'abuse, pas très loin, au-dessus de Nîmes, de Montpellier. Voilà, c'est à côté de Ganges, ça c'est sur les rives de l'Hérault. Là on ne voit pas trop, mais derrière le petit parapet, vous avez l'Hérault en contrebas. Là, c'est sur la plateforme que j'ai testée, dont je vous disais, de janvier 2012 au mois dernier. Vous avez, là c'était mon avatar de dos, là vous avez ma collaboratrice, Jenny Biwis, qui a fait la roue à livre, que je vous montrais tout à l'heure, du XVIe siècle, qui l'a fait sur le web 3D, et nous étions avec 3 autres artistes multimédia. Chacun de nous était dans une région différente, dans une ville différente de France, et nous étions là, donc réunis tous les 5, à parler, à avoir une conversation exactement comme nous aurions eu une conversation en réel au coin d'une rue, si vous voulez. Et nous étions immergés donc dans un espace en 3 dimensions qui, vous voyez, était la réplique exacte. Vous voyez, la cabine téléphonique, la gouttière. Avec mon personnage, on pouvait tous se déplacer pour nous, on pouvait descendre sur les bords de l'Hérault, il y a tout le village de La Roque, comme ça, qui a été modélisé, si vous voulez, en 3D par ma collaboratrice, et qui est donc la réplique exacte du village. Je suis obligé de passer un petit peu vite, et je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de projets qui se développent sur le 3D. Là, vous avez Terra Dynamica qui a reproduit comme ça avec une autre technologie et pour d'autres objectifs là, de contrôle des déplacements des véhicules, des foules pour les mouvements de masse, les manifestations, etc. Vous avez Terra Dynamica donc à Paris qui a modélisé comme ça en 3D toute la capitale sur des grands écrans. Vous pouvez voir une modélisation comme ça avec la circulation urbaine de reproduits. Vous avez là les noms des chaînes, vous avez plusieurs partenaires très importants. Vous tapez Terra Dynamica, vous trouverez les partenaires sur le web, et vous savez tous, de toute façon, que déjà pratiquement toute la planète a été modélisée en 3D par Google. Vous avez Google Earth, vous avez Google Street View, et vous avez dans Google Street View un programme maintenant qui permet de rentrer en 3D dans des librairies et dans des bibliothèques. Hein. Alors c'est une 3D subjective. Là, parmi vos collègues qui ont été le plus loin dans cet aspect-là, vous avez vos collègues de la nouvelle médiathèque de Birmingham en Angleterre, qui avant, ils ont refait leur bibliothèque, qui va être ouverte dans quelques mois, ils ont fait une nouvelle médiathèque, et avant de lancer, d'inaugurer la vraie médiathèque à Birmingham, ils ont, à partir des plans d'architectes, ils ont modélisé en 3D sur leur web la future bibliothèque. Et ça a permis aux bibliothécaires de se promener dans ce qui serait leur future bibliothèque, de donner leur avis éventuellement sur la disposition de certains équipements, de certains postes de travail, sur les couleurs, etc. Et ça a permis à des panels d'usagers aussi de visiter avant ce que ce serait la médiathèque. Là, c'est une image arrêtée. Je n'ai pas de vidéo, mais imaginez là que c'est en mouvement et c'est exactement comme dans la réalité, c'est comme dans un jeu vidéo, à part que ce n'est pas un jeu vidéo. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, alors c'est pareil pour les librairies, exactement pareil, mais là on va le faire versant bibliothèque. Quand vous êtes vous dans vos bibliothèques, ou quand des usagers rentrent dans vos bibliothèques, et quand on se connecte au site web d'une bibliothèque, l'expérience n'a rien à voir. Là, j'ai pris volontairement la BNF, vous voyez, Gallica, aussi bien que ce soit, quand on rentre à la BNF et qu'on se connecte à Gallica, là, c'est l'écran, vous voyez, il y a 100, copie d'écran à 100%. Qu'est-ce que vous voyez là? Je vois que 4 livres, là, un petit peu, on va dire les 5 livres parce qu'on est gentil, et sinon, des menus déroulants, des fenêtres pour faire des recherches, etc. Mais c'est une expérience par rapport à quand je suis vraiment dans l'espace physique d'une bibliothèque, c'est une expérience, le web 2D, extrêmement pauvre, extrêmement réductrice par rapport à la réalité. Et pour l'instant, les bibliothèques numériques, aussi perfectionnées soient-elles, et même, je suis désolé, votre bibliothèque numérique ici, elle est extrêmement pauvre par rapport à un établissement comme celui où je suis aujourd'hui. Je ne peux pas avoir de contact avec une bibliothécaire, je ne peux pas avoir de contact avec d'autres usagers, et je ne peux pas vraiment découvrir quelque chose. Je ne peux pas, comme je peux faire là, me promener dans les rayons, prendre un livre, découvrir des livres auxquels je n'aurais pas pensé. Toute la sérendipité est complètement empêchée. Au mieux,
si je sais me débrouiller un petit peu avec les différents services de recherche, les différentes possibilités de recherche que j'ai à l'intérieur du site, au mieux, je peux trouver ce que je cherchais. Ce que je cherchais quand je me suis connecté. Pourquoi je me suis connecté, mais pas plus. Et c'est donc très pauvre par rapport à l'expérience réelle physique, alors qu'aujourd'hui on a des outils qui, et en tout cas bientôt, pourront nous permettre d'aller plus loin. À des bibliothèques, on commençait un petit peu, je vous disais qu'on peut commencer en avec GeoStreet View ou avec des sociétés privées qui vous proposent des systèmes, ça va se faire de plus en plus. On peut avoir une visite subjective en 3D de la médiathèque, de la bibliothèque. Là, vous avez par exemple la BPI qui vous propose une visite virtuelle. C'est celle de Google Street View, vous cliquez sur la flèche, là, hop, ça avance, vous voyez, en caméra subjective. Pareil, il n'y a personne, même sur les photos, il n'y a ni bibliothécaire ni usager, les petits chariots sont carrément vides, ça fait clinique, ça fait froid, ça n'a rien à voir. Moi, je vais régulièrement à la BPI à Paris, ça n'a rien à voir avec l'expérience qu'on peut avoir quand on est vraiment dans la bibliothèque. Alors ça, c'est pour vous permettre de distinguer la bibliothèque numérique, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, sur le web 2D, de la 3D subjective et de ce qu'on appelle la 3D immersive. Là, c'était en 2007, vous voyez, c'était quand même il y a quelques années déjà. Là, c'était moi, un petit bonhomme en costume noir, qui faisait une conférence sur la sortie de mon livre, justement, Gutenberg 2.0, le futur du livre, dont on parlait tout à l'heure, qui maintenant est obsolète, hein, il n'est plus dans le commerce d'ailleurs, mais vous pouvez le trouver sur Google Livres, vous pouvez le lire presque entièrement gratuitement. Et là, bon, sur les poufs, eh ben, c'était des personnes comme vous, là, Clément, qui écoutaient ma conférence, qui étaient des francophones de plusieurs pays, donc sur la planète. Alors là, je n'ai pas trop le temps, mais vous l'aurez après dans ma présentation, eh ben, de voir les points positivants du web 2D traditionnel par rapport à la 3D, et puis les points de frustration de part et d'autre, mais j'ai fait bien sûr une analyse critique. Pour vous dire qu'il faut commencer à réfléchir justement l'interpénétration des deux milieux. Pensez à ce que je disais tout à l'heure sur la bibliographie naturelle, sur nos ancêtres et la lecture immersive, le retour à la lecture immersive. On commence de plus en plus à travailler sur les réalités mixtes, c'est-à-dire il y a une porosité de plus en plus entre les espaces entre guillemets réels, et bien malin qui sait ce qu'est déjà la réalité, ce qui est vraiment réel, ça c'est autre chose, nous n'allons pas faire de phénoménologie, nous n'allons pas faire de philosophie, ça nous mènerait trop loin, surtout à 5 minutes de la fin, mais en tout cas, il y a une porosité, une perméabilité de plus importante entre les territoires digitaux, les territoires numériques, et puis le monde entre guillemets réel. Ça, c'est une conférence que j'avais donnée en janvier 2013, donc il n'y a pas très longtemps, vous voyez, à la cantine numérique rennaise, pour vos collègues de la bibliothèque des Champs Libres à Rennes. La cantine numérique rennaise est au rez-de-chaussée, je ne sais pas si vous connaissez, au rez-de-chaussée du bâtiment qui abrite la médiathèque de Rennes, des Champs Libres. Et je faisais justement une conférence là sur la lecture et les nouveaux dispositifs et les nouvelles médiations autour du livre et de la lecture sur le web 3D de demain. Et alors, je faisais la conférence en réalité mixte, c'est-à-dire en même temps, si vous voulez, j'étais dans la salle réelle, vous voyez là, je suis désolé, c'était plus élégant, il faisait moins chaud, hein, c'était en janvier à Rennes, donc j'avais une cravate et la veste. Là, c'est moi qui fais ma conférence, là, sont vos collègues dans la salle, vos collègues de la bibliothèque des Champs Libres à Rennes, et en même temps, via un avatar, je faisais la même conférence dans l'auditorium sur la plateforme, je vous disais que j'avais en test, c'était un incubateur qui s'appelait Métalecture sur le web 3D immersive, devant un public, pareil, d'une cinquantaine d'internautes avatarisés qui étaient de différents pays de la francophonie. Il y avait des gens de Belgique, il y avait un collectif d'artistes de Lab du Sénégal, de Dakar. Il faut tenir compte bien sûr aussi du décalage horaire. Par exemple, nous n'avions pas d'amis québécois parce qu'il y a un décalage horaire trop important avec le Québec. Et vous voyez l'effet de mise en profondeur qui était fait, c'est-à-dire on retransmettait au lieu sur la vidéoprojecteur, au lieu de projeter dans la salle les slides comme je fais là, on projetait les slides de la salle de conférence virtuelle. Vous voyez, et puis des personnes de la salle virtuelle se sont exprimées, notamment des bibliothécaires avec qui j'ai travaillé et qui je travaille toujours sur ces expériences de web immersif.
Et donc, il y a pu y avoir des échanges et des questions m'étaient posées, et depuis la salle réelle à Rennes, et depuis la plateforme virtuelle sur le web. Voyez, il faut donc rester, pour conclure, je pense qu'on arrive à faire un peu, rester un espace, mais un espace accessible de partout, avec toujours une mise en parallèle, ce qu'on appelle IRS, c'est-à-dire in real life, la vie réelle, et puis tous ces méta-univers qui de plus en plus vont imbriquer la réalité. Il faut donc penser une sorte de retour, je dirais, ou de passage à la bibliosphère. Rappelez-vous ma petite spirale de tout à l'heure. Et là, les deux citations que je vous ai mises, c'est Ibodèche, je suis désolé, vous pouvez m'excuser, mais c'est des citations de moi-même, d'un petit article que j'ai écrit justement dans le dernier numéro de Médiathème de l'ABF, et qui a suscité pas mal d'intérêt, qui sont assez clairs. C'est un article sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et donc je pense que c'est vraiment clair. À savoir donc que pour moi, la bibliosphère est une déclinaison naturelle de la biosphère, c'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure, la sphère dynamique du vivant, qui doit naturellement lire, déchiffrer, décoder son environnement pour le documenter et survivre. L'idée même de la bibliosphère sous-entend que les bibliothécaires se libèrent de la chaîne du livre pour s'investir, et ça c'est important, personnellement et collectivement, dans l'écosystème numérique global qui prend forme. La bibliosphère sera partout et nulle part, c'est-à-dire ne sera pas seulement dans un espace, on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, les trois espaces et les trois temps de la médiation, mais la bibliosphère elle sera partout où il y aura un ou une bibliothécaire qui sera connecté et conscient de ses missions. Et ça, c'est les bibliothécaires qui pourront la réaliser, qui pourront le faire. C'est éventuellement, je l'évoquais déjà tout à l'heure, le passage du bibliothécaire au bibliothécaire expert documentaliste, avec ce que je viens d'évoquer en vous montrant un petit peu ces premières expériences de réalité mixte, la conjonction avec ce qu'on appelle l'Internet des objets, les objets connectés, la réalité augmentée, la 3D de plus en plus. Vous avez entendu parler des lunettes vidéo de Google qui vont être commercialisées. Ce que nous appelons aujourd'hui lecture, et ça c'est ce que je vous dis dès le début, qu'il ne faut pas le limiter à l'imprimer sur papier. La lecture, vous avez vu ces dernières années, elle se développe. Vous-même, vous avez acquis de nouvelles pratiques de lecture, votre entourage, vos usagers, vous le constatez tous les jours. Et donc la lecture va se développer, s'épanouir dans des directions multiples. Et la porosité va être de plus en plus importante, elle est déjà de plus en plus importante au quotidien, entre la porosité avec notre quotidien et les territoires digitaux. Il faut donc penser la lecture au-delà du livre. Alors un petit peu de bibliographie. Je ne vais pas vraiment récupérer le retard, mais on aura quand même 20 minutes ou une demi-heure pour les questions. Vous l'avez, ça je pense, vous l'avez peut-être lu, ça est toujours d'actualité, bien sûr de 2010. Un petit livre très didactique dans la collection Repères, c'est un petit peu comme l'Écossais, je pense que vous connaissez toute cette bonne collection Édition La Découverte, de Marin Dacos et Pierre Mounier, qui sont chercheurs au Cléo, pas loin d'ici, à Marseille, c'est le centre de littérature électronique ouverte. Donc c'était un très bon travail qu'ils avaient fait. À la fin, vous aviez un chapitre qui peut intéresser encore davantage que les autres bibliothécaires, c'est-à-dire ils avaient, alors là, je vais juste citer, mais ils développaient à chaque fois les 5 piliers de l'édition électronique, avec un petit sous-titre à nouveaux enjeux, nouveaux métiers. Vous voyez, ça concerne directement les bibliothécaires. 1. La structuration de l'information. 2. La documentation de l'information. 3. L'optimisation des conditions de lecture. 4. Les conditions d'appropriation par les lecteurs. Et 5. Le développement des interopérabilités. Là, je n'ai pas pu vous parler des interopérabilités, de la défense, bien sûr, des droits communs, du domaine public, etc., etc. Vous avez quelqu'un qui s'appelle, le prénom qui s'appelle Morel, qui travaille là-dessus. Regardez le blog Calimac. Et puis rechercher à partir de mon blog, dont je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, et à partir de ma biographie, ce que j'ai fait sur les droits fondamentaux des lecteurs, justement. C'est une réactualisation de ce qu'avait fait Pénac, qui était très bien, mais qui aujourd'hui, bien sûr, ce qui s'est passé depuis n'est absolument plus d'actualité. Notamment les droits pour les lecteurs, par exemple, à ne pas être profilés sur leur lecture, etc., etc. Parce que je référence que je vous disais tout à l'heure sur les systèmes fermés, nos amis d'Apple, notamment le Kindle, etc., etc. Un autre livre que je vous conseille, vous l'avez tous lu, ça, La bibliothèque la nuit, d'Alberto Manguel. Qui c'est qui l'a lu? Non? Ah ben il faut le lire, c'est un très très beau livre, très poétique. Alberto Manguel est d'origine argentine, il vit aujourd'hui à côté de Poitiers, et quand il était jeune, il avait été lecteur de Borges. Et à un moment, dans sa réflexion sur la bibliothèque, c'est la bibliothèque comme imaginaire, la bibliothèque comme espace, comment j'ai ces bibliothèques,
ce qu'on peut ressentir quand, soit au niveau fantasmatique, ou soit réellement, on est seul la nuit dans sa bibliothèque. Ça doit être rare qu'on puisse être seul la nuit dans une bibliothèque publique ou une médiathèque comme ici, mais ça peut être une expérience fantasmatique. Par exemple, comme lecteur, j'aime bien imaginer que je suis seul la nuit dans une bibliothèque, pourquoi pas. Cette nuit, si j'ai du mal à les insomnies, je me réveille, je suis seul dans votre médiathèque ici. Voilà, je plaisante un petit peu, mais c'est pour vous dire, c'est un petit peu comme les villes invisibles d'Italo Calvino, mais là, c'est un petit peu la bibliothèque invisible. Et pourtant, les deux bibliothèques, celle de papier et l'électronique, peuvent et devraient, et moi je dirais même doivent, coexister, disait Alberto Manguel. Actes Sud, 2006, vous l'avez dans la collection de livres de poche. Ça, c'est le livre que j'avais écrit, petit essai, vous trouvez toujours de la bibliothèque à Biosphère. J'ai vu qu'il était, sur le site de votre réseau numérique, comme mon premier livre d'ailleurs. Si votre rapport essentiel au monde est ainsi la lecture, alors tout est libre, la bibliothèque est partout et le reste est histoire. C'est un petit peu le parcours que nous avons fait là. Et voilà le titre exact du petit livre collectif auquel je viens de participer, outil du web participatif en bibliothèque, dont je vous conseille aussi de faire l'acquisition, c'est à l'ABF, Association des bibliothécaires de France. Donc, je vais rajouter une dernière slide pour conclure, qui est la dernière slide que j'avais mis justement, vous étiez là, j'étais passé récemment à Saint-Brieuc, terre de marins aussi, c'est pas la Méditerranée comme ici, j'ai vu en train en venant tout à l'heure depuis Marseille, mais c'est l'océan. Et donc, j'aurais dit, les nouvelles formes de médiation que le numérique induit, et ça sera ma conclusion ici aussi, vous entraînent, je pense, à ne plus considérer les usagers comme de simples usagers, mais comme des cherchants, voire parfois et de plus en plus comme des chercheurs à part entière, et à redevenir, en ce qui vous concerne, vous, bibliothécaires, des sachants, des guides, comme étaient un petit peu les bibliothécaires dans l'Antiquité. En 2006, dans La sagesse du bibliothécaire, Michel Mello a écrit, alors je cite Michel Mello, c'est plus de moi, « Le bibliothécaire aime les livres comme le marin aime la mer ». Et en Bretagne, Saint-Brieuc, j'étais très heureux que je disais ça, bibliothécaire. Le bibliothécaire aime les livres comme le marin aime la mer. Il n'est pas nécessairement bon